Bonsoir à tous, mercredi 27 novembre, bienvenue dans le journal de TV 78, le tour de l'actualité locale en 26 minutes. Voici les titres de cette édition. Un an précisément qu'elle a été lancée à Guyancourt, inaugurée par 3 ministres, une plateforme de signalement des violences sexuelles a été mise en place au commissariat de la ville, un portail en ligne où il est possible de chatter avec un policier. Plus de 1000 tracteurs dans les rues de Paris. Aujourd'hui, les agriculteurs se mobilisaient pour faire pression, notamment sur les négociations commerciales avec la grande distribution. Le cortège est passé par les routes yvelinoises tôt ce matin. Et un nouveau bâtiment bientôt pour le technocentre Renault à Guyancourt. Odyssée va accueillir 700 collaborateurs. Cet immeuble qui sera en bois s'inscrit dans le programme de rénovation du site. On parle tout à l'heure aussi du Black Friday qui a lieu vendredi. Bien connaître cette opération commerciale et éviter les fausses bonnes affaires avec l'association UFC Que Choisir, région de Versailles. Une date anniversaire, ce 27 novembre, il y a un an, était inaugurée au commissariat de Guyancourt une plateforme pour signaler les violences sexuelles et sexistes. Il en existe seulement 2 en France. Quel est le bilan après la mise en place de ce dispositif? Élément de réponse avec Aurélie Rose. Une conversation anonyme entre un policier et une victime de violences sexuelles, sexistes ou conjugales. Depuis un an, 18 policiers se relaient 7 jours sur 7 au 3e étage du commissariat de Guyancourt. Inaugurée par plusieurs ministres, cette plateforme permet aux victimes de pouvoir s'exprimer ou se confier. Plus de 5000 signalements ont été enregistrés, dont 35% ont été transmis aux services territoriaux pour des dépôts de plaintes ou encore des prises de procès-verbaux. Nous avons des chats qui viennent d'outre-mer, mais également d'un peu partout en France, surtout sur des grosses villes. On peut quand même dire que Paris, Bordeaux, Lyon, Lille ont beaucoup plus de contacts chat que des villes un peu plus petites au centre de la France. En moyenne, un chat avec une victime, c'est environ 54 minutes. C'est une moyenne. On a des chats beaucoup plus longs qui peuvent durer jusqu'à 2 heures. Les signalements concernent en premier les violences sexuelles, viennent ensuite les violences conjugales et les violences sexistes. Tous ces policiers ont reçu une formation spécifique et sont épaulés par Camille Pougny. C'est la psychologue de cette plateforme. Elle les accompagne au quotidien. Il y en a qui apprécient pouvoir durant un temps ensuite parler avec moi de certains chats qu'ils ont eus, qui ont pu plus les marquer que d'autres. J'essaye de rester au maximum disponible pour pouvoir répondre à toutes leurs questions, sachant que le but c'est qu'ils soient quand même autonomes et qu'ils puissent répondre eux-mêmes aux victimes. Moi je suis un peu le filet de secours lorsqu'effectivement eux sont en difficulté. La plateforme, ouverte à toutes et tous, pourrait être amenée à évoluer avec le recrutement de nouveaux opérateurs ou l'élargissement du domaine des infractions. Il sillonne les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Un bus de la santé des femmes vient d'être lancé. Derrière le projet, le soutien des 2 collectivités franciliennes. Marilène Yapichino s'est rendue à son inauguration. C'était à l'hôtel du département du 92 à Nanterre. Un bus, 30 mètres carrés avec 6 espaces définis et 8 personnes pour accompagner des femmes en situation d'isolement. C'est le projet qui tenait à cœur à la directrice de l'Institut des Hauts-de-Seine. 1 an et demi de prospection et de réunion pour arriver aujourd'hui à la création de ce premier bus santé des femmes. J'avais vraiment la volonté de le faire parce que ça répond vraiment à un manque. Il n'y a pas de structure pour accompagner la solitude de la femme. Il y a des structures pour le handicap, des structures pour l'âge, il y a des structures pour la précarité, mais la solitude, c'est une urgence sociale qui n'est pas encore définie par nos hommes politiques et par nos gouvernants. 200 000 € d'investissement réunis grâce à la région Île-de-France, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine et un partenariat avec la RATP. 72 interventions sont programmées en 2020, 36 dans chaque département. L'itinérance, c'est pour aller au plus près de ces populations isolées. Nous, on a déjà testé l'itinérance dans le département des Yvelines avec un bus PMI et ça fonctionne bien. On va vers des publics qui peuvent avoir des difficultés pour quelque raison que ce soit à se déplacer. Des professionnels de santé, une coordinatrice pour assurer l'accueil des femmes et du personnel juridique, l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine, le barreau de Versailles et l'Ordre des médecins du 92 ont répondu présents pour ce projet. Une vraie collaboration possible grâce à ce bus de la RATP entièrement réhabilité.
On va apporter aussi un soutien à la fois logistique puisqu'on prête le bus et puis on met à disposition donc des salariés pour permettre tout simplement de conduire le bus. Des salariés volontaires qui conduiront ce bus pour une première dans les Yvelines, le 2 décembre à Rambouillet et le 3 à Conflans-Sainte-Honorine. Des tracteurs dès l'aube sur les routes yvelinoises. Plusieurs agriculteurs se sont retrouvés dans le département afin de converger vers Paris. Une opération escargot pour dénoncer leur ras-le-bol. Des reportages ce matin à Bazainville, au départ de Bazainville, de Nicolas Dandry et de Manon Varaldo. Ce matin, dès l'aube, les agriculteurs ont manifesté pour faire entendre leur ras-le-bol. Ils ont répondu à la mobilisation lancée par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs. Parmi les manifestants, 7 agriculteurs installés depuis 4 ans sur 170 hectares. Là, c'est vraiment un cumul de tout. Aujourd'hui, on nous parle de 3 à 150 mètres aux abords des maisons de zones de non-traitement. Donc pour nous, c'est un scandale totalement parce que c'est une perte de revenus sur ces bandes-là. Qui va payer les fermages aux propriétaires? Qui va indemniser les agriculteurs sur les pertes? Les agriculteurs ont mené l'opération escargot en départ de Bazainville. Ils se sont dirigés sur la Nationale 12 pour rejoindre un autre cortège à Montfort-l'Amaury. Ils ont regagné le triangle de Rocancourt pour se fondre avec les tracteurs qui arrivaient de Mantes-la-Jolie. Dans le cortège, beaucoup de pancartes Macron répond. Les agriculteurs se sentent délaissés par le gouvernement. Le gouvernement veut peut-être aujourd'hui qu'on devienne des fonctionnaires de l'État d'entretien de la nature, c'est-à-dire peut-être que dans 10 ans on va recevoir 1500 € par mois pour entretenir les champs, pour faire plaisir au gouvernement, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on a l'impression, on est lâché. C'est tout bonnement un ras-le-bol. Moi j'arrive en fin de carrière, mais j'aurais bien aimé finir plus calmement, et puis je suis inquiet pour les jeunes qui viennent derrière, parce que ça va quand même être très difficile. La loi dite Egalim, issue des États généraux de l'alimentation et mise en place en début d'année, était censée ramener du revenu aux exploitants en rééquilibrant les relations commerciales. Pourtant, ce céréalier et éleveur ne perçoit pas de différence et l'exprime sur ses panneaux. Français, veux-tu encore de tes agriculteurs? L'agriculture française, c'est une des premières puissances économiques du pays et on tue cette agriculture, on tue cette économie. On alerte, demain, aujourd'hui on est capable de nourrir notre population, demain on va importer et on mangera du grand n'importe quoi. Et ça c'est vraiment, ça me désole pour mes enfants, pour mes petits-neveux, pour mes voisins et pour tous les Français. Les agriculteurs se sont ensuite dirigés sur le périphérique parisien pour tous se rejoindre sur l'avenue Foch à 10h30. Le 23 septembre dernier, les agriculteurs s'étaient déjà mobilisés dans plusieurs départements d'Île-de-France. Une délégation d'agriculteurs devait être reçue tout à l'heure à 17h au ministère de l'Agriculture. Par ailleurs, si vous empruntez les routes, attention, la police nationale indique que des ralentissements sont probables sur l'A13, la N12 et l'A12 dans le sens Paris-Province. Odyssée, c'est le nom de ce nouveau bâtiment qui va voir le jour au Technocentre Renault de Guyancourt. Un chantier actuellement en cours et débuté cet été. Ce projet s'inscrit dans le plan de rénovation du site de la Marque aux Losanges. Nicolas Dandry a suivi ce matin une visite organisée sur place. Ce sera un bâtiment tout en bois, du sol au plafond, une nouvelle structure au sein du Technocentre Renault de Guyancourt. Son nom, Odyssée, une appellation choisie par les collaborateurs du site. Un chantier démarré cet été avec la pose des premiers piliers en bois en octobre dernier. Là, vous voyez à cet endroit-là l'assemblage des poteaux, des poutres et des planchers qui se fait de façon simultanée, donc de façon très rapide. L'ensemble est vissé. Là, c'est la partie qui va encore durer 1 mois et demi à peu près pour élever la principale structure. Ensuite, on va y apposer les façades. Ce nouveau bâtiment de 12 000 m² accueillera près de 700 collaborateurs. Il s'inscrit dans le large projet de rénovation du site, le programme Efficience du Technocentre Renault. Aujourd'hui, tout a changé dans les modes de travail, en particulier dans les modes de travail de l'ingénierie. Et on a besoin de se mettre en lien avec toutes les nouveautés du mode de fonctionnement. Et l'organisation dans l'espace doit être en phase avec la manière dont les gens travaillent. Ce nouvel immeuble va nous donner 700 places de plus, qui va nous permettre de vider, entre guillemets, la ruche pour accélérer les travaux dans la ruche. Effectivement, les mobiliers innovants que nous avions présentés il y a quelques semaines seront dans ce bâtiment.
Ce site de recherche et développement a ouvert ses portes en 1998. Il couvre une surface de 150 hectares et emploie près de 11 000 personnes. Un site important pour l'économie du territoire. La livraison du bâtiment est prévue pour l'été prochain. Les collaborateurs intégreront le site entre septembre et novembre 2020. Cette opération commerciale permet de trouver des produits à prix réduit et ce à quelques jours des fêtes de fin d'année. Le Black Friday débutera officiellement ce vendredi, et même si de nombreuses enseignes proposent déjà des promotions depuis le début de la semaine. Lundi, le Cyber Monday clôturera cette période de rabais. De bonnes affaires, certes, mais gare au piège. On en parle avec vous, Philippe Fleuret. Bonsoir. Bonsoir. Administrateur de l'association UFC Que Choisir Région de Versailles. Le Black Friday, c'est une opération qui est venue des États-Unis et qui est somme toute assez récente en France. Depuis 2014, c'est en place sur le territoire. Est-ce que ça mobilise de plus en plus l'attention, le travail des bénévoles du UFC Que Choisir ? Non, au niveau local, pas forcément. Mais nous, ce que l'on constate, si vous voulez, c'est que il y a un matraquage finalement publicitaire notamment, et les informations qui sont données notamment via Internet. C'est vrai qu'on échangeait tout à l'heure en off. Depuis le début de la semaine, par exemple, moi j'ai reçu déjà 5 annonces Black Friday sur mon téléphone. Ça se multiplie. Mais oui, ça se multiplie. Alors tout ça, bon, il faut bien comprendre que pour la vente en ligne, c'est un événement considérable. Il faut savoir que par rapport à un vendredi normal, le jour du Black Friday, ça correspond à 84% de transactions en plus, en nombre. 84%. On estime environ 1 milliard d'euros qui pourraient être dépensés ce jour en ligne. C'est considérable. Et il y a une vigilance particulière de l'association, justement ? Oui, on a fait des études, je peux vous donner celle de l'an passé. On a examiné des milliers d'articles sur les différents sites des grands distributeurs en ligne, et on s'aperçoit que par rapport aux rabais, aux promotions annoncées, la réalité n'est pas ce qui est annoncé. C'est-à-dire que on voit des rabais qui sont annoncés à 60%. En réalité, ça concerne très peu d'articles, ou bien c'est par rapport à des prix du passé, par rapport à des prix recommandés par les fabricants, mais ce n'est pas la réalité. D'autant que par rapport au solde dont vous êtes déjà venu parler en plateau, le Black Friday n'est pas encadré juridiquement ? Non, ça vient des États-Unis et c'est quelque chose qui concerne essentiellement Internet. Et maintenant, les autres commerçants sont obligés de s'y mettre parce qu'il y a un tel matraquage qu'ils se sentent obligés. Alors justement, avez-vous prévu de participer au Black Friday ? Patrick Jacques de Dixmude et Raphaël Fournier sont allés poser la question à quelques Yvelinois. Ça ne m'intéresse pas et je trouve que c'est encore une action de plus pour nous faire consommer. C'est une bonne opération. Mais je pense que c'est américain le Black Friday. Voilà, c'est bon. On a essayé l'année dernière, mais cette année, il est bien aussi. D'abord parce que nous, on achète quelques petites choses qu'aux États-Unis, donc sur des sites américains. Donc c'est quelque chose qu'on suit depuis longtemps pour ça. Et après, c'est vrai que comme c'est un mois avant Noël, on a tendance à regarder si... voilà. Donc, je n'étais pas tout à fait prête pour ça, mais on a fait quelques achats sur des sites étrangers. Il y a les soldes d'avant, les soldes de janvier, ça oblige à consommer beaucoup des trucs dont on n'a pas besoin. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment bien. Les gens ont besoin de faire des affaires et sous prétexte de faire des affaires, on achète en quantité des choses qui ne sont pas forcément utiles. Ça m'inspire beaucoup de choses, mais si vous me donnez un peu de sous, je peux y aller. Pour moi, là-bas, c'était une journée et maintenant, ça s'est transformé en une semaine. Ça peut être intéressant au vu des promotions. Mais bon, ça rejoint un peu l'idée de trop dépenser, acheter ce qu'on n'a pas forcément besoin. Celui qui a besoin d'acheter un téléviseur, par exemple, ça vaut le coup. Il y a des choses intéressantes. Mais à part ça, le reste, moi je crois que je ne vais pas y participer. En tout, près d'un Français sur deux devrait participer au Black Friday pour un budget moyen de 250 € selon une enquête d'OpinionWay. Je vous pose la question directement, Philippe Fleuret. Est-ce que le Black Friday, est-ce qu'on y fait des bonnes affaires ou finalement pas pendant cette période ? On peut faire des affaires, il faut être honnête, mais pas dans les proportions de ce qui est annoncé. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les prix ont tendance à être un peu plus faibles la dernière semaine de novembre et la première semaine de décembre, mais pas seulement ce vendredi-là. Donc il faut rassurer les consommateurs, ne pas s'affoler, examiner, comparer, aller sur différents sites, vérifier, et on s'apercevra qu'il y a des affaires. On peut faire des affaires, mais pas dans les proportions qui sont indiquées. Comparer, ça c'est important. On a tendance à se jeter très vite sur la bonne affaire parce qu'on veut être le premier sur cette bonne affaire. Absolument. Il faut prendre le temps de constater. Sur le site et regarder. Et aussi être vigilant sur à qui on achète, notamment sur Internet. Il faut être vigilant. Alors ça, ce sont les consignes que l'on donne toujours pour éviter les arnaques sur Internet, bien vérifier notamment le petit cadenas, HTTPS, ça c'est tout le monde, en principe, les internautes connaissent ça maintenant, c'est dans les mœurs, oui.
Est-ce que c'est dans cette période, comme c'est le cas pendant les soldes, est-ce qu'on ce sont les mêmes règles en termes d'échange, de remboursement? Alors on disait tout à l'heure que c'est pas encadré de la même manière, mais oui, normalement, oui. Quels sont les droits du consommateur? Ce sont les mêmes règles. Savoir d'où vient le produit. Il y a aussi se méfier des offres trop alléchantes. On voit volontiers pendant cette période des moins 50, moins 60%. Là, il faut faire attention, ça peut déceler une mauvaise affaire. Ça n'existe pas, si vous voulez, parce que c'est moins 60% effectivement par rapport au prix du produit lorsqu'il était lancé il y a 6 mois, par exemple. Mais ou alors c'est un produit qui ne se vend pas. Donc il faut bien faire attention à tout cela. Mais encore une fois, par rapport au prix des mêmes produits qui existaient il y a quelques jours, il n'y a pas ces écarts-là, ce n'est pas vrai. D'autant que UFC Que Choisir alerte sur les prix barrés qui peuvent être trompeurs. Les prix barrés, c'est les prix de sortie d'usine qui sont barrés et qui ne sont pas forcément fidèles à la réalité du marché, puisque ils ont été étiquetés, ces produits, quelques mois auparavant. Donc voilà. Aujourd'hui... Parfois c'est 6 mois avant. Oui, donc les prix ne sont pas comment dire, à la réalité du marché. Oui, finalement. parce que quand on dit 60%, c'est par rapport à quoi? C'est ça qu'il faut savoir. Donc il y a une vigilance là-dessus. Ça, c'est des méthodes que vous dénoncez? Ah oui, régulièrement. On le dénonce ça sur notre site internet ou bien dans notre revue. Oui. Vous le disiez tout à l'heure, prendre le temps de comparer, ça c'est très important. C'est très important, oui, parce que, encore une fois, il faut voir exactement si c'est le même produit par rapport à la concurrence. Il faut faire marcher la concurrence. Est-ce que c'est le même produit? Quelles sont les conditions de livraison? Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'il y a des engagements par la suite? Souvent, on vous demande de vous abonner à des newsletters. Le but, c'est de fidéliser le client et de capter des clients. Voilà, c'est ça le but pour les grandes enseignes. Donc pas forcément se presser et en plus les meilleures affaires on peut les faire début décembre aussi à quelques semaines de Noël. Oui, c'est pas forcément pas au moment de Noël, pas au moment de Noël, mais en tout cas la première semaine de décembre. Décembre, c'est encore bon, oui. C'est encore une bonne période. Oui. Alors pour terminer, il nous reste 1 minute. Si on résume les quelques conseils à donner à nos téléspectateurs pour ce Black Friday. Les conseils à donner, c'est de ne pas se laisser abuser, prendre son temps. Aller sur Internet, comparer les différents produits, le même produit, entre les différents sites, entre les différentes enseignes. On s'aperçoit que souvent il n'existe pas ailleurs. Et bien vérifier aussi si ce n'est pas un produit qui est déjà un peu ancien, qui a pas déjà quelques années. Et qu'on se rassure, on peut faire des bonnes affaires pendant le Black Friday. Il faut juste être vigilant. Merci beaucoup Philippe Fleuret d'être passé sur ce plateau, administrateur du UFC Que Choisir Région de Versailles. On retrouve toute l'actualité du comité local de cette association de défense des consommateurs sur son site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Une conférence sur le réchauffement climatique hier soir, mardi. Les gradins de la batterie à Guyancourt étaient quasiment pleins pour accueillir Jean Jouzel, le climatologue mondialement reconnu, ancien vice-président du GIEC, avec qui il a reçu en 2007 le prix Nobel de la paix, alerte régulièrement le grand public sur les conséquences du réchauffement. Il est à l'initiative du pacte Finance-Climat qui plaide notamment pour la création d'une banque européenne dédiée. Jean Jouzel s'est prêté à l'exercice de nos 3 questions. Nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique lié à nos activités et que les conséquences de ce réchauffement climatique seront extrêmement importantes si nous ne faisons rien pour en limiter l'amplitude. En gros, si rien n'était fait, nous irions vers des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin de ce siècle, c'est-à-dire pour les jeunes d'aujourd'hui, et des conséquences dans beaucoup de domaines, aussi bien sur l'océan, mais aussi des événements extrêmes qui deviendraient encore plus extrêmes. On peut parler de cyclones, on peut parler de sécheresse, d'inondations dans d'autres régions, de canicules. On pourrait imaginer des températures dépassant ponctuellement 50 degrés en France. Et voilà, donc des conséquences aussi sur la biodiversité, sur la pollution, sur les problèmes de santé et d'environnement, l'élévation du niveau de la mer. Donc des conséquences très importantes et qui ne peuvent pas laisser indifférents. J'adhère complètement aux objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique au moins 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à aujourd'hui. On a déjà pris 1 degré, mais c'est un véritable défi. Par exemple, pour avoir des chances de rester autour de 2 degrés, il faudrait que les engagements de l'accord de Paris sur la période 2020-2030 soient multipliés par 3, pour 1,5 degré multiplié par 5. Donc on est loin du compte. L'accord de Paris est un succès, mais il est largement insuffisant et
d'autant plus qu'il n'est pas respecté dans tous les pays et que certains pays comme les États-Unis sont en train de le quitter. Donc on voit bien la nécessité de remonter l'ambition de l'accord de Paris, mais on en voit bien la difficulté également, et c'est tout le défi de la prochaine décennie si on veut lutter efficacement contre le réchauffement climatique et rester sur des trajectoires qui permettraient aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à un réchauffement climatique. Ce ne sera possible que si celui-ci est limité à 2 degrés, et effectivement même à 1,5 degré par rapport à aujourd'hui. C'est un constat très clair, il faut aussi des investissements. Sans les investissements, sans des investissements supplémentaires, nous ne réussirons pas au niveau de l'Europe, au niveau de la France, cette transition. Par exemple, au niveau de la France, on estime à 40 milliards, 45 milliards supplémentaires l'argent qu'il faudrait injecter dans le système, dans notre économie pour réussir la transition énergétique. Donc, la proposition, c'est effectivement la création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité, avec des prêts préférentiels, mais aussi d'un budget européen dédié de l'ordre de 100 milliards d'euros chaque année, dont une partie dédiée d'ailleurs à l'aide pour l'Afrique, une partie dédiée à la recherche. Voilà, et c'est ce pacte climat, finance climat que nous mettons en avant avec aussi, nous croyons, la nécessité d'entériner ces 2 outils, ces 2 approches par un référendum qui permettrait tout au moins de pérenniser ce pacte. Donc l'idée force du pacte finance-climat, ça vient du constat que les investissements sont actuellement insuffisants, que ces investissements doivent être faits au niveau de l'Europe et bien sûr aussi qu'ils seront créateurs d'emplois et finalement de bien-être pour les populations européennes. Quelques heures avant l'intervention de Jean Jouzel, une autre conférence se tenait à Guyancourt ce mardi, la 4e organisée par le club Climat-Énergie de Saint-Quentin en Yvelines. Le thème cette année est l'autoconsommation et le consommateur pour une meilleure transition énergétique. 180 entreprises se sont réunies dans l'auditorium de Bouygues Challenger. Mathilde Demy. Consommer soi-même l'énergie que l'on a produite sur place, c'est le thème de la 4e conférence du club Climat-Énergie. Une conférence qui se déroule dans un bâtiment entièrement basé sur la transition énergétique. Vous êtes ici dans un bâtiment, donc Challenger, qui est un exemple même de l'autoconsommation, puisque bien que le bâtiment date de 1988, il a été intégralement rénové au début des années 2010, donc entre 2010 et 2014, pour devenir maintenant un bâtiment à énergie positive et qui ne rejette 0 g de CO2. L'engagement de Saint-Quentin en Yvelines pour la transition énergétique permet aux entreprises du territoire de repenser leur façon de consommer et trouver des solutions sur le long terme. C'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à construire des bâtiments qui ont des conditions d'exploitation de l'énergie qui sont quasiment neutres. C'est pas facile, mais on atteint et on vise demain à atteindre ça pour beaucoup de bâtiments. Alors presque une neutralité entre la dépense d'énergie et la fabrication d'énergie. Donc, et le coût, on vise effectivement de diviser quasiment par 10 le coût de l'énergie. Des conseils sur comment passer à l'autoconsommation, des résultats d'analyse et de projets. Lors de tables rondes, chaque entreprise expose sa gestion de la transition énergétique. Nous souhaitons présenter aujourd'hui à la fois les réussites, ce que l'on a obtenu comme résultat, les grandes leçons du projet, et également les obstacles pour expliquer que ce n'est pas si facile aujourd'hui, dans le cadre actuel, de porter ce genre d'offres. Parce que finalement, aujourd'hui, les clients sont intéressés par la thématique, mais ont toujours une difficulté par rapport aux aspects économiques, étant donné qu'il est encore difficile de rentabiliser ce genre d'offres. Et Engie a développé, dans le cadre du projet Smart Valley, une offre complète, intégrant à la fois la gestion locale de l'énergie dans une démarche d'efficacité énergétique globale, permettant aux clients de contrôler leur facture. Des arguments de poids pour toutes les entreprises qui sont sensibles aux enjeux liés à la protection de l'environnement. L'autoconsommation, un projet en voie de développement pour consommer localement et devenir consommateur. Et puis comme chaque mercredi, notre petit tour dans les salles de cinéma du territoire. Ce soir, direction l'espace Philippe Noiret au Claye-sous-Bois. La programmation de la salle au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Cette semaine, dans l'espace Philippe Noiret des Claye-sous-Bois, nous avons le tant attendu Libéré, délivré, et oui, vous l'aurez reconnu, La Reine des Neiges 2 est programmée pour au moins 2 semaines à l'espace Philippe Noiret. L'intrigue du film tourne autour de ce questionnement. Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? Son rêve est de le découvrir avec l'aide de ses amis Anna, Christophe, Olaf et Sven. Nous vous donnons également rendez-vous pour notre événement cinéma, jeudi 28 novembre à 14h,
Ce sera ciné, thé ou café en vous faisant redécouvrir le film Lulu Femme Nue de Solveig Hanspach avec Karine Viard. Vous la retrouverez également dans le film Chanson douce programmé à l'espace Philippe Noiret la semaine prochaine. Cette semaine, nous avons également le film À couteau tiré de Ryan Johnson. Un drame policier riche en couleurs, surmonté de touches d'humour, vous transportera dans un univers semblable au célèbre jeu de société Super Cluedo. Harlan Trombert remplace le Docteur Lenoir. Ce célèbre auteur de polar est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. C'est le détective Benoît Blanc, interprété par le charismatique Daniel Craig, qui est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan, qui s'entre-déchire, et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. Une œuvre qui saura vous plaire, c'est pourquoi nous vous invitons à venir la voir à l'espace Philippe Noiret, des Clés-sous-Bois. C'est la fin de ce journal. Belle soirée sur TV78.